Bonjour. Je voudrais d'abord revenir sur les propos d'Angèle Gurria tout à l'heure, je crois qu'il n'est plus là. Je voudrais dire combien nous sommes nombreux à nous féliciter que Angèle Gurria, arrivant à l'OCDE, ait fait passer l'idée, non sans difficulté, je crois savoir d'ailleurs, que l'eau, la santé et les migrations étaient des sujets déterminants. Et vous noterez d'ailleurs le lien qu'il y a entre l'eau, la santé et les migrations. C'est un tout, car les maladies hydriques sont effectivement la première cause de mortalité dans le monde. Et lorsque l'on n'a ni santé ni éducation, c'est la première des raisons pour lesquelles on prend la route et l'on devient un migrant. Donc ça, c'est une très bonne chose et que nous soyons là aujourd'hui autour de l'OCDE et de la Banque africaine de développement, personnellement, me réjouit. La deuxième remarque concerne le rapport économique. Je crois qu'il confirme une chose simple qu'il faut dire, qu'il faut avoir le courage maintenant de dire, c'est qu'il y a une Afrique à deux vitesses, c'est clair, comme il y a une Europe à deux vitesses, comme il y a une Amérique à deux vitesses, comme il y a une Asie à deux vitesses. Il y a les États riches et il y a les États pauvres. Et je crois qu'il faudra en tenir compte dans la manière dont doit se dessiner à l'avenir une nouvelle carte du développement en Afrique. Troisième chose, je voudrais essayer de répondre à une question, parce que vous avez posé une question. Est-ce qu'on peut avancer significativement dans le domaine de l'eau? Est-ce qu'on peut avancer significativement quand il y a environ 2/3 de la population africaine qui vit dans des bidonvilles? Il y a dans ces mégacités, dans ces grandes villes africaines, des bombes sanitaires à retardement que nous avons les uns les autres contribué à organiser. Et c'est là d'abord que nous devons regarder. La quatrième remarque que je voudrais faire, et je voudrais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec une affirmation qui a été dite quand on a dit que la question de l'eau en Afrique, c'est d'abord une question de management issue, c'était là. Je voudrais dire très fortement au nom du Conseil mondial de l'eau qu'il nous paraît clairement que c'est d'abord une solution, un problème et une solution politique. Les pays qui ont réussi, c'est d'abord parce qu'il y a eu une volonté politique. Le management, le financement, le reste, ça vient quand on a la volonté politique. Quand le président de la République, quand le gouvernement considère que l'eau n'est plus une priorité, mais est un préalable au développement, un préalable au bien-être de la population, on s'occupe d'abord de l'eau et de l'énergie, et quand on s'en est occupé, on s'occupe du reste. Et tant qu'on ne fera pas accepter cette idée par les principaux dirigeants politiques, comme nous avons eu à le faire en Europe ou en Amérique dans les décennies les plus récentes, car l'eau et l'assainissement n'ont pas toujours été des priorités dans ce pays où nous nous trouvons aujourd'hui. Et il a fallu, jusqu'à ces dernières années, il faut parfois encore, convaincre à tous les niveaux le président, le ministre, les préfets, les maires, qu'il faut faire passer l'eau potable avant le téléphone portable, comme je le dis souvent. Eh bien, tant que nous n'aurons pas convaincu que c'est d'abord par la résolution du politique que l'on réglera les problèmes du droit à l'eau. Pourquoi faut-il que le droit à l'eau soit exprimé fortement? Parce que si le droit à l'eau est exprimé comme le droit à la santé, le droit à l'éducation dans chaque constitution, on en fera effectivement un préalable au développement. Il faut effectivement ensuite parler de gouvernance ou de management. Sur la gouvernance, soyons particulièrement modestes, car je ne crois pas en tous les cas, personnellement en tant que citoyen français, avant d'être président du Conseil mondial de l'eau, que nous ayons beaucoup de leçons de gouvernance à donner à l'Afrique. Donc regardons plutôt nos chaussettes et nos chaussures, et essayons en tous les cas d'aider nos amis africains à ne pas faire les mêmes bêtises que celles que nous avons fait imperturbablement
pendant des décennies. Ce serait déjà leur rendre un très grand service que de leur expliquer, à défaut de ce qu'il faut faire, au moins de ce qu'il ne faut pas faire. Et gardons le reste de nos conseils dans notre poche. Et je crois que c'était la 5e chose que je voulais dire pour l'instant. Laissons l'Afrique s'exprimer. Ne cherchons pas à décider pour l'Afrique, ne cherchons pas à réfléchir pour l'Afrique, ne cherchons pas à agir pour elle. Lorsqu'on a des amis, on se tient à côté et on essaye de leur apporter un petit peu de l'expérience. Je voudrais dire à ce propos qu'il sera sans doute nécessaire que les amis ou les partenaires de l'Afrique s'organisent de manière un peu différente. Une nouvelle carte, il en a été fait mention, une nouvelle carte de l'aide au développement pour l'Afrique se dessine à très grande vitesse. Aujourd'hui, un certain nombre de pays, que j'appellerais les pays du centre, des pays, d'autres les appellent émergents, peu importe. La Chine, certes, tout le monde le sait, mais d'autres pays, l'Indonésie, les pays du Golfe, le Brésil, le Mexique et d'autres encore, on ne peut pas tous les citer, ont leur propre politique d'aide au développement. Leur capacité à investir et à aider représente aujourd'hui, il y a un article récent dans une revue anglo-saxonne, représente aujourd'hui une capacité à investir supérieure à celle des bailleurs de fonds traditionnels. Il faut en tenir compte, ne pas donner a priori au préalable des leçons à ces pays sur la manière dont ils dispensent leur aide. Je ne crois pas que là encore nous puissions nous ériger en donneurs de leçons, mais se rassembler autour de nos amis africains pour regarder comment cet argent peut être utilisé. Voilà ce que je voulais dire en préalable à ce panel.